Bonjour, nous sommes le 28 novembre, il sera bientôt 16 h et nous sortons avec Goliath filmer votre 6e capsule de la série auto-immunité, la dernière consacrée à la thyroïdite auto-immune. Donc c'est aujourd'hui qu'on va conclure et je vais surtout vous parler aujourd'hui des traitements. Je peux peut-être en profiter pour vous montrer un peu, je suis sur les hauteurs de mon village et vous avez une très très belle vue derrière moi. Voilà, je vous la montre comme ça aussi. Vous voyez. Donc voilà, la promenade commence et la vidéo commence. Alors, c'est plutôt le traitement dont on va parler aujourd'hui et donc des traitements avec des hormones thyroïdiennes, la pro-hormone T4 qui est la thyroxine et l'hormone active T3 qui est la liothyronine. Alors pro-hormone T4, on pourrait dire hormone évidemment, mais je dis souvent pro-hormone, on pourrait peut-être dire pré-hormone. C'est techniquement une pro-hormone parce qu'il n'y a pas de récepteur à la T4, il n'y a de récepteur qu'à la T3 et donc quand il n'y a pas de récepteur, tout comme pour les pro-hormones surrénaliennes prégnénolone et DHEA, mais on parle de pro-hormones parce qu'il n'y a pas de récepteur. Les récepteurs sont uniquement valables pour la T3. Je vous dis tout de suite que le traitement de base d'une hypothyroïdie thyroïdienne, c'est quand même la T4. Je ne me faites pas dire l'inverse. Moi, je ne suis pas partisan de donner d'emblée T4, T3 à tout le monde. Je ne fais pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je donne la T3 sur des bases biologiques, parfois cliniques évidemment aussi. Mais je ne donne pas d'emblée T4 et T3. Je trouve qu'il faut des justificatifs pour donner la T3. C'est toujours mieux en endocrinologie de travailler avec des précurseurs, des pro-hormones, parce que comme ça on laisse à l'organisme la liberté de basculer sur la véritable hormone en fonction des besoins, parce que ces besoins fluctuent. Et donc, c'est impossible d'adapter un traitement aux besoins. C'est trop compliqué. Les besoins, par exemple, en hormones thyroïdiennes, vont augmenter quand il fait plus froid, quand on est plus stressé, quand on travaille plus, quand on fait plus de sport, quand on voyage. Donc selon les saisons, ça c'est la température, donc plus en hiver. Donc il y a énormément de facteurs et ces facteurs s'ajoutent les uns aux autres et ils peuvent aller dans des directions différentes. Vous allez partir vous reposer en vacances. Bon, normalement il faut moins d'hormones thyroïdiennes, mais si ce sont des vacances à la montagne en hiver, il va faire froid. Si vous faites beaucoup de sport d'hiver, vous allez avoir beaucoup d'exercices, il va falloir plus d'hormones thyroïdiennes. Alors qu'est-ce qui va l'emporter? Vous comprenez? Il vaut toujours mieux laisser l'organisme décider. Alors les bases sur lesquelles on va donner de la T3 vont dépendre, ou pas, vont dépendre notamment du génotype DIO2. Je vous renvoie à cette matière-là qui fait partie de ma série Vive la génomique. Il y a 3 capsules dédiées au génotype DIO2. Allez les écouter ou les réécouter. Et alors ce génotype DIO2 est important pour donner de la T3 ou pour ne pas en donner ou pour ne plus en donner. Okay? Parce que parfois les gens ont pris de la T3 pour de bonnes raisons, mais s'ils ont un génotype DIO2 correct, donc que nous appelons homozygote sauvage, normal entre guillemets, mais tout est normal, hein, c'est pas anormal d'avoir un génotype variant, mais en tout cas en cas de génotype sauvage, il arrive souvent qu'on soit amené à reconsidérer, au moins à diminuer, voire à supprimer la prise de T3 par des patients qui sont DIO2 TT. Donc ça c'est homozygote
sauvage. Si c'est variant, c'est A. TA hétérozygote, AA homozygote variant. Bon, et l'inverse est vrai aussi. En homozygote variant, on est plus facilement amené à donner de la T3. Alors, il y a tous les paramètres biologiques qui sont la T3 libre dans le sang. Je vois pas trop l'intérêt de la T3 totale. Moi, je dose pas ça, je dose que la T3 libre. Et puis, j'ai mis la T3 urinaire qui me donne certains renseignements qui ne sont pas dominants, mais qui valent quand même la peine d'être connus quand les cas sont délicats. Je ne dis pas qu'il faut toujours faire ça, qu'il faut faire ça d'emblée, mais quand vous hésitez autour du traitement par T3, c'est une donnée qui peut vous aider à prendre votre décision dans un sens ou dans l'autre de nouveau. Okay, quoi d'autre? Alors la T3 reverse, la T3 reverse qui, je vous renvoie aux vidéos où j'explique ça en détail. La T3 reverse c'est une anti-T3 et donc plus vous avez la T3 reverse, plus vous devriez être enclin à donner de la T3. Voilà. Alors évidemment, last but not least, peut-être le plus important, ou en tout cas un des composants clés pour prendre votre décision T3 ou pas T3, c'est quand même la clinique. Parce qu'une clinique qui n'est pas bonne quand le patient ne prend que de la T4 et que visiblement la dose de T4 est correcte, c'est-à-dire que le taux de TSH est déjà planché, qui s'approche de la borne inférieure des normes qui est 0,3, vous n'allez pas encore augmenter la T4 indéfiniment jusqu'à ce que vous soyez en dose toxique de T4. Donc là, ça a du sens de penser à la T3 et c'est là que ça vaut la peine d'aller faire ces tests T3 libre, T3 reverse, éventuellement T3 urinaire, urine de 24 heures. Urine de 24 heures toujours avec un contrôle de la qualité de la récolte via la créatinine sur urine de 24 heures. Donc créatinine dans le sang, créatinine dans les urines de 24 heures. Et on en fait un ratio qu'on appelle la clairance de la créatinine qui vous garantit une bonne récolte et qui vous permet éventuellement de corriger le tir s'il y a eu des ratés dans la récolte. S'il y a des ratés dans la récolte, c'est tout aussi bien de recommencer la récolte parce que les urines de 24 heures, ça coûte rien, c'est juste le patient qui s'est planté et qui doit recommencer pour fournir une bonne récolte. Mais c'est aussi un contrôle parce que le médecin doit s'assurer que le patient a respecté les règles. C'est pas qu'on met en doute. Alors, ne vous étonnez pas, c'est Goliath évidemment qui fait des tours et des détours. Alors, je ne suis pas ivre, mais Goliath, lui, me saoule. Non, il me saoule jamais, mais c'est du Goliath. Ah, bon, cette voiture-là n'est pas pour nous. On va arriver sur un chemin plus calme. Donc, voilà, votre décision de donner la T4 ou de la T3 va dépendre aussi de la T3 urinaire si nécessaire. Et bien entendu du DIO2, je vous le redis une dernière fois. Cette décision thérapeutique de donner de la T3 est donc importante parce que vous donnez la véritable hormone, vous n'avez pas de garde-fou. Okay, vous êtes directement sur l'activité hormonale thyroïdienne qui est gigantesque. Il y a des récepteurs à cette T3 dans absolument tous les noyaux de toutes les cellules de l'organisme, sans aucune exception. Donc, c'est une décision à réfléchir mûrement. Encore une voiture, j'en profite pour vous montrer le panorama qui est quand même assez extraordinaire. Regardez ça là derrière, c'est pas mal. On est à 500 mètres d'altitude ici. Rien de culturel, mais de la nature, des paysages, il fait beau. Quoi demander de plus? Cette T3 peut être fournie sous toute une série de formes. Okay, alors ça va du plus léger au plus costaud. Le plus costaud, c'est un produit français qu'on appelle le Sinomel, qui est dosé à 25 microgrammes de lyotyronine. Attention, il y a un peu de blé dans le Sinomel, donc ça peut être très ennuyeux. C'est pas énorme évidemment, mais il y en a.
Donc il faut savoir. Et en plus, le Sinomel n'est pas toujours disponible. Toutes les hormones thyroïdiennes utilisées en France sont régulièrement en rupture de stock. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est un fait. Alors, il y a des substituts, hein, notamment pour le moment, vu qu'il y a une rupture de stock de Sinomel, ben on peut utiliser un produit qui s'appelle le Thibon, mais attention, celui-là est dosé à 20 microgrammes. Donc, il faut savoir passer d'un dosage à l'autre, éventuellement. Et, moyenne. Au Luxembourg, on ne dit pas bonjour, on dit moyenne. Ok, vous retenez. Et cette T3 des comprimés de Sinomel ou de Thibon, bon, c'est énorme, hein, 25-20 microgrammes. Moi, je donne rarement autant, mais ça peut arriver, évidemment, ça dépend des cas. Et donc, en général, ce sont des comprimés qu'on va couper en 2 ou en 4. Surtout que je vous rappelle, très important, j'insiste, la prise de T3 doit être fractionnée. Moyenne. Fractionnée. Donc, au moins en 2 fois. Ok. Moitié en vous levant, moitié au lever. Seul, hein, sans rien prendre, sauf s'il y a de la thyroxine, vous pouvez évidemment prendre les deux en même temps. Ce sera en général le cas. Et le deuxième quart de comprimé ou le deuxième demi-comprimé, ce sera plutôt en soirée. Là, je vous ai expliqué dans une autre vidéo qu'il n'y a aucune règle. Il faut trouver avec le patient le meilleur moment pour reprendre le deuxième service de T3. Bon, alors, si le patient doit prendre 3 quarts de comprimé de Sinomel, moi j'aime bien de le fractionner en 3. Je ne suis pas pour nécessairement fractionner en 2. Plus on fractionne, mieux c'est, parce que la T3 a une courte durée de vie, qu'on appelle la demi-vie. Et donc, plus on fractionne, plus on stabilise un peu les taux. Bon, on ne va pas fractionner en 17, hein, mais on peut fractionner en 2 certainement, voire en 3, voire en 4 fois. Si on donne un comprimé, c'est beaucoup mieux de prendre les 4 quarts à la queue leu-leu. Maintenant, la limite de ce fractionnement, c'est quand on oublie. Okay, donc un patient qui oublie et qui continue à oublier, moi je lui dis de moins fractionner. Je lui fais prendre éventuellement 2 fois 1,5 alors, parce que s'il oublie ses quarts, bon, vous n'êtes pas plus avancé. Et puis alors, ça ressemble à rien. Si on fait des dosages, on ne sait pas ce qu'on dose. Ah oui, à propos des dosages, très important, la T3 crée un pic, la prise de T3 crée un pic sérique immédiat. Donc, on ne prend jamais la T3 le matin de la prise de sang. Okay, on prend après. Ceci n'a pas d'importance vis-à-vis de la thyroxine qui peut être prise avant la prise de sang. C'est pour ça que les patients qui ont des habitudes avec la thyroxine et qui prennent leur thyroxine avant leur prise de sang de contrôle, parce qu'on peut parfaitement le faire, eh bien, vont avoir des problèmes avec les dosages de la T3 parce que, enfin, avec les analyses biologiques des taux de T3, parce qu'ils vont prendre leur T3 aussi, comme ils faisaient avant avec la thyroxine, et on va avoir un excès de T3 qui n'est pas vraiment fiable, qui reflète plus le pic immédiat qui suit la prise que vraiment un taux sérique de base. Okay, donc la T3 jamais avant les prises de sang. Et si la prise de sang est un peu plus tard dans la journée, ben, cette règle reste valable. Okay, donc il faut attendre, et donc il vaut mieux faire ces dosages en début de journée pour que les gens ne soient pas privés de leur T3, parce que parfois ils sentent le manque de T3 et ils n'aiment pas ça. Voilà, donc on fractionne cette T3. On en était au Sinomel 25 microgrammes, au Thibon 20 microgrammes. Alors il y a parfois, et puis parfois c'est en rupture, du Cytomel américain à 5 microgrammes, c'est la même firme, mais le nom change légèrement d'un pays à l'autre. Donc ça c'est du 5 microgrammes. J'utilise
Là aussi, je peux fractionner. Donc j'ai des patients qui prennent 2 microgrammes et demi de T3 matin et 2 microgrammes et demi peut-être dans l'après-midi quand ils se sentent vraiment fatigués. Par exemple, hein, ça c'est un type de traitement que je peux faire. On peut aussi imaginer que le pharmacien va broyer des comprimés de lyotyronine, quels qu'ils soient, et les titrer à la dose que vous décidez, enfin que le médecin évidemment décide, et donc ça se fera via une prescription magistrale pour réaliser des gélules de T3. Et donc j'ai pas mal de patients avec qui je travaille comme ça, parce qu'il faut être très précis. Bon, on peut décider de donner une gélule de 3 microgrammes de T3 et puis la répéter. On peut absolument faire du sur-mesure, ce qui est pas mal. Et puis alors, si on descend encore dans les doses, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos qu'il faudrait réécouter autour du génotype DIO2. Vous avez la GTA qui n'est pas sur prescription, bon, qui pourrait l'être. Il y a un petit fifrelin T3 là-dedans, probablement 1 microgramme, enfin, chose du genre. Bon, c'est un peu flou, hein, un peu borderline avec ce produit-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre sur indication médicale, hein, ça doit être suivi par un médecin évidemment, mais c'est tellement léger que bon, il n'y a pas de prescription, et donc ça peut être utile pour des petites touches de T3. Moi j'aime encore bien, parce que quand on doit vraiment y aller avec le dos de la cuillère, eh bien c'est une bonne façon de travailler. Et c'est aussi facile parce que le patient peut un petit peu adapter parfois selon ses sensations et prendre un GTA, une gélule de GTA en plus ou en moins sur la journée. J'aime encore assez bien parce que pour faire le réglage fin, vous savez, la GTA c'est utile. Et puis alors il y a la GTA forte dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. La GTA forte est 4 fois plus forte. C'est du 20 mg d'extrait au lieu de 5 mg. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus costaud. C'est pour les initiés. À la limite, des médecins qui n'ont pas une énorme expérience avec tout ça, je conseillerais plutôt de travailler avec de la tyronine que vous titrez comme vous voulez, ou que vous donnez via les comprimés, fractionnés ou non, etc. GTA forte, bon. Parfois en début de traitement pour donner un coup d'énergie au départ pour les gens qui sont vraiment désespérés et qui sont au plus bas. Okay. Alors, bien entendu, vous avez aussi de la T3 dans des produits qui combinent T4 et T3, bon, qui sont très populaires. Vous avez en France le Tiral, et dans tous les autres pays environnants, le Novotiral, qu'on peut importé en Belgique. Il faut signer c'est comme avec le Sinomel ou le Cytomel, le Thibon, tout ça, ce ne sont pas des produits qui ont reçu un enregistrement belge, donc il faut toujours que le médecin signe une autorisation d'importation, et donc il prend la responsabilité de ce qu'il prescrit. Mais ça, je pense que c'est de toute façon le cas. Quand un médecin prescrit quelque chose, eh bien, figurez-vous qu'il en prend la responsabilité. C'est comme ça. Et donc il faut des documents que le pharmacien va réclamer. C'est important, il faut respecter les lois. Et ce Novotiral ou cet Eutiral se décline en comprimés qui associent 100 microgrammes de T4 et 20 microgrammes de T3. Là aussi, on peut faire du sécable. Ils sont d'ailleurs ils sont lignés pour être facilement sécables en 2, pas en 4. Le Sinomel est pré-découpé en 4, mais le Novotiral c'est en 2. Enfin, on peut encore couper les demi assez facilement avec ses doigts, entre ses doigts. C'est suffisamment précis, parce que comme je dis toujours, les gens me disent « Mais docteur Mouton, mes 4 quarts de Novotiral ne sont pas les mêmes. » Je dis « Oui, mais quand vous les aurez pris tous les 4, vous aurez quand même votre comprimé
complet de Novotiral. Donc, bon, c'est pas trop grave. Il faut essayer de bien les couper. Je préfère couper entre les doigts parce qu'avec des couteaux, on a des dégâts, on a des débris ou alors peut-être une lame de rasoir qui coupe très 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 finement. Avec un couteau de cuisine, vous avez des miettes de comprimés qui vous font perdre du traitement et donc finalement on n'a pas quelque chose de précis. Parce que là il y a une perte, c'est pas comme avec les 4/4 qui sont plus grands et puis ça se rattrape, mais avec les débris de comprimés, on perd du traitement, c'est pas l'idéal. N'oubliez pas aussi, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qu'il y a du Novotiral 7515, donc qui vaut les 3/4 du Novotiral habituel. C'est relativement peu courant, ça existe en Allemagne. Ça convient à certains patients. Moi, j'ai des patients qui prennent ça un demi-matin en se levant et un demi quelque part dans le reste de la journée. Et parce que j'estime que le dosage qui leur convient, c'est précisément 75, 75 T4 et 15 T3. Maintenant, il y a aussi des traitements où typiquement, je pars avec une petite base, on va dire de Novotiral, peut-être un quart de comprimé ou un demi-comprimé, et éventuellement, si c'est ce que la biologie et la clinique et la génomique me disent, je vais ajouter de la thyroxine. Donc, en combinant thyroxine et Novotiral, vous pouvez obtenir à peu près tous les mélanges que vous voulez de T4 et de T3. Et donc, c'est ça la leçon à tirer. C'est qu'il n'y a aucun traitement standard. Je ne suis pas trop pour, justement, utiliser systématiquement. Alors, on peut faire aussi, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, je voudrais quand même en dire un mot. Il y a l'Armour thyroïde, l'Erfa thyroïde, Armour thyroïde américain, Erfa thyroïde canadien, qui se décline dans toute une série de dosages. Et je vous renvoie aussi à une vidéo antérieure pour avoir tous ces détails-là. Ça a été couvert. Bon, mais c'est bien, ça peut être bien toléré. Il y en a qui préfèrent. Pourquoi pas? Là aussi, il faut une documentation pour l'importation. Toutes les pharmacies n'ont pas ça, c'est parfois un peu plus compliqué, mais ça se trouve. Et il y a des gens qui préfèrent. Bon, c'est naturel, c'est des extraits de thyroïde de porc. J'ai des patients qui prennent ça. Je crois que je vais avoir des patients qui prennent à peu près toutes les combinaisons possibles et imaginables, parce que j'adapte individuellement. Je crois que c'est ça la grande leçon à retenir, ce qu'il faut vraiment adapter, se servir de tous les moyens que je vous ai donnés pour affiner les traitements et qui doivent toujours être revus et corrigés, parce que c'est pas votre traitement qui est nécessairement mauvais, c'est le patient qui évolue, c'est le patient qui change. Tout ce que vous faites pour améliorer la conversion de T4 en T3, ça a été aussi mentionné précédemment, à un moment donné, ça fonctionne. Et alors, du coup, vous devez donner moins de T3. Et c'est là que vous devez jouer avec des mélanges de thyroxine et de T3, voire de thyroxine et d'une combinaison T4-T3. Et alors, vous pouvez toujours revisiter votre copie et un peu diminuer le taux de T3 sans changer celui de T4, ou diminuer la T3, augmenter un peu la T4. N'oubliez pas que si vous convertissez mieux T4 en T3, il faut quand même s'attendre à devoir donner un peu plus de T4 à un moment donné. C'est bien beau diminuer la T3, mais la T3 se fait à partir de la T4. Donc il est possible que votre diminution de T3 doive s'accompagner d'une légère augmentation de la T4. Donc ça aussi, c'est possible. Donc je vous dis, tout est possible, et c'est ça qu'il va falloir bien intégrer. C'est la personnalisation, parce que ça, c'est vraiment le fondement de la médecine fonctionnelle. C'est la personnalisation, et tout ce qu'on a expliqué dans toute une série de vidéos, parce que si vous cumulez toutes les vidéos où j'ai déjà parlé de thyroïde, eh bien vous avez tous les outils pour personnaliser vos traitements absolument à fond. Et c'est ça qu'il faut faire, et il faut constamment les revoir et les adapter un peu plus en fonction de l'évolution du patient, de ses plaintes et de vos contrôles biologiques. Je donne parfois aux patients une petite
une petite marge de manœuvre. Je fais ça avec des patients aguerris qui connaissent les symptômes, qui font ça depuis longtemps et ils ont le droit de fluctuer un petit peu, mais pas trop, parce que s'ils pensent qu'il faut fluctuer plus, alors ils doivent repasser par moi. Un médecin qui prescrit des traitements thyroïdiens doit être joignable. Il doit toujours pouvoir donner un conseil. Donc il faut répondre à ses emails. Le téléphone, bon, le téléphone c'est très envahissant, mais les emails sont là pour ça. Et il faut pouvoir répondre à ces emails et donner suite. Voilà, j'espère que tout ça va aider des patients souffrant de thyroïdite auto-immune. Bon, on n'a pas parlé de thyroïdite non auto-immune, mais bon, l'immense majorité de ce que je vous ai dit s'applique à toute forme d'hypothyroïdie. On a parlé assez bien des hyperthyroïdies auto-immunes, parce que c'est quand même ça le plus fréquent. Il y a d'autres hyperthyroïdies qui ne sont pas auto-immunes, qui sont liées à des nodules thyroïdiens hyperactifs qui sécrètent des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est quelque chose qu'on repère assez facilement sur les échographies thyroïdiennes. Donc, je vous rappelle l'intérêt d'une échographie thyroïdienne pour boucler votre dossier, pour ne rien rater, pour bien comprendre ce qui se passe chez ce patient, tout en soulignant le fait que ces échographies thyroïdiennes, de temps en temps, elles vous mettent la puce à l'oreille et vous tombez sur un cancer thyroïdien. Ça m'est déjà arrivé à 2 reprises et c'est pour ça que je trouve pas normal que au Royaume-Uni on m'interdise de faire des échographies thyroïdiennes. Je pense que ce n'est pas de la régulation correcte dans l'intérêt du patient et je pense pas que c'est de la bonne médecine. Enfin, passons, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous montre un petit peu le paysage et un petit peu de Goliath. Voilà, je vais conclure cette dernière capsule consacrée à la thyroïdite auto-immune avec cette magnifique vue que nous avons ici sur le haut du plateau et un coucher de soleil qui est tout à fait imminent et puis alors un Goliath qui lui est tout à fait éminent et voilà, qui vous a donné un petit coup d'œil. C'est son petit au revoir et je vous donne rendez-vous dans une semaine avec un nouveau thème qui va être un peu différent, un peu une surprise. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Je vous laisse apprécier la compagnie de Goliath, bon, qui évidemment a plutôt envie d'aller dans l'autre sens. Allez Goliath, viens, c'est par là qu'on va. Voilà. Allez, merci et à bientôt. Et merci pour votre fidélité. Au revoir.